Abdelmoulaïm Deraz, je suis directeur du MetaLab au sein de l'ESSEC Business School. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui et ravi d'animer cette table ronde de l'assistant au véritable collaborateur et futur manager avec des invités de marque. Merci beaucoup. Pour commencer, je vais vous laisser vous présenter chacun pour donner un peu de background et ensuite on rentrera dans le vif du sujet. Bonjour à tous, donc je suis Francis Lelon, je suis entrepreneur à la tech depuis 25 ans, j'ai créé Sarenza.com il y a 20 ans, ça ne me rajeunit pas, et depuis 4 ans j'ai créé avec mes deux associés Christelle et Thomas Allegria Group, donc on est leader aujourd'hui sur la formation et le déploiement d'intelligence artificielle, d'automatisation et de no-code. Depuis 4 ans, on a acculturé plus de 50 000 personnes, on accompagne une centaine d'entreprises aujourd'hui sur ces sujets. Bonjour à tous, Isabelle Lerin-Bassé. Moi, je suis la DRH en charge des métiers du digital, de la data, de l'IA et des paiements du groupe BPCE, groupe bancaire, Banque Populaire, Caisse d'Épargne, Palatine, etc. Et je suis en fait cernée aujourd'hui, Alexandra ne l'a pas vu dans mon parcours, j'ai travaillé chez Keolis et j'ai été DRH de la filiale digitale SNCF qui intervient également dans la table ronde suivante pour la petite histoire. Et donc j'ai la chance de piloter les équipes qui du coup déploient les solutions d'IA, dont l'IA générative, mais pas que, à l'échelle du groupe. Bon, je me représente à nouveau, donc Yann Ferguson, je suis sociologue à INRIA et je suis le directeur scientifique du Laboria, donc cette initiative INRIA et Ministère du Travail et de l'Emploi pour accompagner les politiques publiques sur le sujet de l'intégration de l'IA dans les environnements de travail. Bonjour à toutes et à tous, et moi je suis Julien Barrois, je travaille chez Page Group qui regroupe aujourd'hui 4 marques qui interviennent sur le recrutement et intérim spécialisé, Page Personnel, Michael Page, Page Executive et pour le RPO, Page Outsourcing. Je suis absolument ravi d'être là. Merci à tous. Je vais commencer par donner un peu de contexte et ensuite planter le décor avant de rentrer dans les questions. Donc, je suis content parce que beaucoup de sujets ont été abordés dans les autres tables rondes et les retours d'expérience, notamment la question de l'agent, cet agent qui effectue des tâches, qui va au-delà de l'agent conversationnel, qui va peut-être devenir le collaborateur, peut-être le manager des différents collaborateurs. Et en préparant la table ronde, j'ai discuté avec quelques chercheurs de chez nous en management qui me disent qu'il y a beaucoup de littérature qui commence à apparaître aujourd'hui depuis quelques années sur le fait que la personne qui utilise l'intelligence artificielle comme un collaborateur et non plus comme un simple outil ont des résultats beaucoup plus impressionnants, des solutions beaucoup plus techniques, beaucoup plus élégantes que des personnes qui l'utilisent comme un outil. Donc cela va poser des questions d'adoption, des questions de comment les responsables de ressources humaines vont réagir à cette transformation de l'usage et comment ils vont intégrer ces agents, mais aussi la question qui fâche, qui sera remplacé? Est-ce que les collaborateurs vont être remplacés? Est-ce que les responsables des ressources humaines vont être remplacés? Et c'est l'objet de notre table ronde aujourd'hui. On va commencer par une première question qui est, cette vision est-elle réaliste? Est-ce que vous pensez que l'on se dirige vers une IA collaborateur, manager? Et si oui, à quel horizon? Donc, Isabelle, pour commencer, dans un grand groupe par exemple. Alors moi, pour préparer, je me suis dit, tiens, je vais interroger Chat pour savoir ce qu'il pense de la disparition du rôle du DRH. Et donc je lui ai dit, explique-moi pourquoi le DRH va disparaître grâce à l'IA générative. En 5 arguments. Il m'a donné 5 arguments. Mais il a conclu de façon assez intéressante en disant, en fait, mais le DRH ne va pas disparaître, mais sa fonction va probablement changer. Et du coup, j'ai posé la question inverse. Explique-moi, en 5 arguments, pourquoi le DRH, en fait, va se trouver renforcé dans son rôle. Et de façon surprenante, c'est quasiment les mêmes 5 arguments. Bon, alors je vous laisserai conclure ce que vous souhaitez. Pour revenir plus précisément à ta question, oui, alors l'IA conversationnelle ou l'IA qui répond, oui, alors, ça revient exactement à ce que tu disais ce matin, Yann, sur la simplification des tâches et le fait qu'on aura plus de valeur ajoutée à proposer à nos équipes, notamment de gestion administrative et de paye, parce que cet agent boosté à l'IA générative sera en capacité de répondre beaucoup mieux et dans un langage beaucoup plus, j'allais dire, commun sur le nombre, Guillaume le disait tout à l'heure, de RTT qui me reste, de CP, etc. Est-ce que pour autant ça va faire disparaître l'emploi de mon gestionnaire administratif ou paye? Eh bien, moi j'ai une conviction, pas du tout. Ça va juste lui permettre d'obtenir davantage de temps de qualité, un petit peu comme vous savez les centres de relations clients à une époque où on internalisait y compris le niveau 1, et aujourd'hui le niveau 1 est externalisé, mais le niveau 2 de qualité supérieure et de meilleure valeur ajoutée est resté dans l'entreprise. Moi j'ai plutôt la conviction qu'on s'oriente
vers des tâches, j'allais dire classiques, simples, etc. Mais ça, bon, on en reparlera, ça drive aussi la question de l'accompagnement de nos équipes et de comment on les fait monter directement sur ces niveaux-là sans qu'ils aient eu le temps de s'approprier finalement la base et la réponse automatique. Merci. Francis, peut-être dans la partie entrepreneuriat. Ouais, moi je pense qu'on y va tout droit. Et d'ailleurs, dans mon autre activité de business angel, je reçois beaucoup de dossiers en ce moment. Et j'ai vu récemment une entreprise qui a créé justement des agents dans le domaine de l'assurance. Donc 3 agents, Gérard, Virginie et Paul, qui sont dans ton Teams ou dans ton Slack toute la journée. Il y en a un qui est actuaire, l'autre manager et le 3e sales, et qui discute avec les collaborateurs comme si tu avais 3 collaborateurs en remote toute la journée. Alors ils s'arrêtent le vendredi soir, je vous rassure, à 17h. Et ils reviennent le lundi matin. Et c'est absolument dingue l'efficacité que tout ça a. Je pense qu'il faut aussi donner les conditions pour que cela arrive. Et une des conditions pour que cela arrive, et je trouve que ce matin, la réponse qui a été faite en particulier sur les budgets me paraissait quand même un peu légère, je suis désolé de le dire. Déjà, un abonnement de ChatGPT pour 1000 collaborateurs, c'est 200 000 balles par an, faut être clair. Et c'est pareil chez Copilot, donc je ne vois pas comment on peut réussir à vraiment déployer l'IA pour 10 ou 20 000 euros. Ça coûte quand même beaucoup d'argent, et en particulier, il y a vraiment le sujet de la data qui est le fond du sujet, et de comprendre un élément fondamental, c'est que ChatGPT, c'est que 5% du sujet de l'IA. Il y a l'IA, dans l'IA, il y a plein de sujets d'IA, ensuite il y a l'IA générative, et dans l'IA générative, il y a plein de sujets. Et pour arriver à faire ça, il faut de la data. Et en particulier, peut-être quelque chose dont vous vous êtes pas tous rendu compte, mais dans les 50 dernières années, on a tous posé notre cerveau dans la machine, et de plus en plus tous les 10 ans. Ça a commencé avec la compta finance dans les années 80, puis l'arrivée du mail, plus de courrier, puis l'arrivée des ERP, data métier, puis l'arrivée des Teams, les conversations sont devenues digitalisées. Et maintenant, moi, j'enregistre tout. Toute cette conférence est enregistrée en ce moment par une IA, et elle va me faire le transcript, et ça sera partagé à toutes mes équipes. Et je n'ai plus une visio qui n'est pas enregistrée chez nous aujourd'hui. 100% des collaborateurs ont un outil de note-taker en IA. Et donc, j'arrive à 90% de l'ensemble de l'information de l'entreprise qui est digitalisée. Qu'est-ce que j'en fais ? Je vais en faire ce type d'agent, parce qu'il faut de la data pour faire ce type d'agent. Il reste quoi finalement ? La conversation à la machine à café, et même celle-ci, quand on aura tous les Ray-Ban connectés, elle sera enregistrée. Donc, c'est quand même un vrai question fondamentale. Et je vois aujourd'hui, nous, dans les entreprises qu'on accompagne, que malheureusement, le sujet de la data, il n'est pas compris par les collaborateurs. Et encore une fois, si c'est pour refaire la même erreur qu'il y a 10 ou 20 ans avec le CDO, on croit qu'on va mettre un CDO et que l'IA va se déployer parce qu'on a un Chief IA Officer dans l'entreprise. Ce n'est pas vrai. L'IA ne se déploiera concrètement dans l'entreprise qu'à condition que chacun se l'approprie. Et donc, ça pose des questions de conduite du changement, des questions fondamentales de formation. On a fait un papier il y a 1 an sur l'importance du DRH effectivement dans ce sujet, et ça reboucle avec ce qu'on s'est dit ce matin. Donc, la data d'abord, la montée en compétences, comprendre que ChatGPT, ce n'est pas l'alpha et l'oméga de la mise en œuvre de l'IA dans une entreprise. Et là, on va commencer effectivement à s'orienter vers ce type de solution dès 2025, puisque les premiers agents arrivent là dans les semaines qui sont devant nous. Et il y en a qui sont déjà déployés chez certains, donc ça c'est important. Et dans le cadre des processus de recrutement, du métier de RH en lui-même, Julien par exemple, vous de votre expérience, est-ce que vous voyez cette tendance aussi ? Alors je pense qu'il y a plusieurs mondes. Il y a des mondes qui vont très très vite, qui ont des budgets qui sont assez significatifs et très bien utilisés. Et en fait au quotidien, alors on parlait beaucoup d'IA, moi je vois essentiellement de l'IA plutôt prédictive, c'est-à-dire qu'on n'est pas encore du tout dans l'ère qu'on aborde aujourd'hui, même chez nous, c'est-à-dire qu'il y a une vraie réalité, et je pense qu'on est très très loin d'être en retard versus un certain nombre de nos compétiteurs. L'idée étant vraiment de faire très attention à ce qu'on fait. Donc on a ces dernières années vraiment énormément utilisé l'IA prédictive pour améliorer nos processus de sélection notamment, et on voit arriver en effet ces nouveaux outils qui vont venir bouleverser bien évidemment le quotidien de nos collaborateurs, qui le bouleverse déjà, mais avec une vraie notion d'éthique et d'enjeux qui vont au-delà de la productivité et qui créent quand même une certaine, j'ai envie de dire, une inertie, parce qu'on ne peut pas aller trop vite sur ces thématiques-là. Donc je pense bien évidemment que tout ça va évoluer de manière extrêmement significative. Après, la temporalité sera probablement très très différente. Aujourd'hui, on y va quand même step by step sur ces thématiques. De manière sociologique, qu'est-ce que ça changerait pour les entreprises, pour les collaborateurs, sachant que c'est un sujet où on est à l'intersection du technique, de l'IT,
de la gestion des ressources humaines et puis de l'interaction entre les collaborateurs. Je crois qu'il y a une vraie préoccupation à avoir de savoir si on importe le vocabulaire classique des RH, collaborateurs, managers, vers des agents conversationnels ou des machines. Voilà. Alors évidemment, c'est très tentant parce que, ça a été dit tout à l'heure, il y a une manière d'interagir avec ces systèmes qui tend à se rapprocher de plus en plus du langage dit naturel, hein, là où avant on devait apprendre le langage de la machine. Désormais, on a l'impression que cette contrainte à l'entrée, hein, ce coût d'entrée, il est en train de diminuer. Donc forcément, c'est troublant anthropologiquement, hein, d'interagir avec des machines qui nous répondent dans ce langage qui nous est le plus naturel, le plus habituel. Donc on est tenté, hein, d'importer nos qualificatifs pour désigner le collectif humain vers les agents. Il y a quelques risques, hein, à ça. Un des risques, c'est petit à petit, en encourageant, hein, les usages, et évidemment dans le rôle, hein, de la transformation, de les encourager et d'utiliser ce vocabulaire, il a un effet positif, c'est que il facilite l'appropriation, hein, plutôt que de donner des mots et des termes nouveaux qu'on aurait du mal à appréhender. On dit voilà, c'est comme un collègue, c'est comme un assistant, c'est comme un manager. Et donc ça permet comme ça de faciliter l'appropriation. Et en même temps, eh bien, ce que l'on constate aujourd'hui, c'est que les usages dominants de l'IA au travail, et notamment de l'IA générative, ont tendance à se substituer à des rapports avec des collègues. Les études sur les usages montrent qu'on va utiliser l'IA pour évaluer son travail, pour réaliser un brainstorming, pour développer un premier brouillon, etc., des premiers jets, et en fait un ensemble de tâches sur lesquelles auparavant, hein, on allait voir un collègue, on lui disait voilà, est-ce qu'on peut échanger sur des nouvelles idées, est-ce que tu peux regarder mon travail avant que je l'envoie, est-ce que tu peux me dire ce que tu en penses. Et en fait, on peut avoir un sentiment d'empowerment individuel. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la poursuite d'un intérêt individuel, hein, c'est la main visible dans la théorie économique, c'est-à-dire si chacun poursuit son intérêt individuel, à la fin, il y a l'harmonisation des intérêts individuels et ça aboutit à un optimum général. Mais il existe l'inverse aussi, qu'on connaît moins, c'est ce qu'on appelle la tragédie des communs, c'est-à-dire c'est lorsque chacun poursuivant son objectif individuel, ça arrive collectivement à quelque chose de contre-performant. Et aujourd'hui, si vous mettez fin au brainstorming collectif, si vous mettez fin aux phases d'intelligence collective, eh bien, parce que chacun privilégie un temps d'interaction avec son agent ou de coopération avec son agent qui est devenu un collègue, eh bien, on aura certes des individus qui ont le sentiment d'être augmentés, mais on a une performance collective qui, elle, peut diminuer. Ça a été évalué notamment sur une expérience. On a demandé à des personnes de rédiger des nouvelles, hein, des petites nouvelles, et certains avaient le droit d'utiliser ChatGPT, d'autres n'avaient pas le droit. Et ensuite, on leur a demandé, ceux qui utilisaient ChatGPT, qu'est-ce que vous avez pensé? Ils ont dit, ah, c'est formidable, j'ai eu plein d'idées, j'ai été super inspiré, des choses auxquelles j'aurais pas pensé, c'est allé super vite, j'ai eu une expérience de créativité individuelle très forte. On a réuni un jury, on leur a dit, est-ce que vous pouvez regarder ces œuvres? Et en fait, c'était presque toutes les mêmes. Voilà. Donc on a eu individuellement une impression d'empowerment, mais collectivement, on a eu quelque chose de très standard. Donc on a vraiment une réflexion à avoir sur les bons mots qu'on va utiliser pour s'assurer qu'on n'a pas cet effet de balancier et qu'on met l'IA à l'endroit où on crée de la valeur, mais pas au détriment où la valeur existe aussi. Je te rejoins complètement ce que tu viens de dire. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on vient de le vivre avec le Covid et le télétravail. C'est exactement la même chose. On est tous partis billes en terre sur le télétravail en se disant pas de problème, on fera des visios, on fera de la créativité en visio, tout ça va très bien marcher, il n'y aura aucun souci. Et puis on revient tous en arrière et puis les gens reviennent dans les bureaux parce qu'on se rend compte qu'être dans un bureau tous ensemble, ça apporte autre chose. Donc le sujet fondamental, c'est que chacun soit à sa place et qu'on arrive à trouver une place pour chacun. Et le risque effectivement qu'on a aujourd'hui, c'est que on joue quand même, la réalité c'est qu'on joue tous un peu les apprentis sorciers. On n'a aucune idée de ce que sera le monde dans 5 ans, dans 10 ans avec la vitesse où ça va. Je vous rappelle que O3, qui est le dernier modèle de réflexion qui est sorti le 24 décembre, arrive sur le test ArcAGI, donc à 87%. O1 était à 15%, ChatGPT à 5%, donc 87% des capacités humaines. On peut critiquer autant qu'on veut cette manière de calculer, mais on voit qu'il y a une progression incroyable, extrêmement rapide de ces outils. Et la question, c'est bien celle-ci, c'est qu'est-ce que nous, on va décider d'en faire? Et donc, c'est très important. Les collaborateurs attendent des réponses aussi là-dessus, parce qu'ils sont inondés d'informations, voire de désinformations sur ce sujet aujourd'hui dans les médias, comme à l'époque de l'arrivée d'Internet, pour expliquer aux gens qu'il ne fallait surtout pas mettre sa carte bleue pour acheter en ligne. C'est exactement le problème. Donc, il y a besoin d'apporter des solutions et effectivement, rapidement, d'avoir des réponses à toutes ces questions. Moi, je ne suis pas sûre que ce soit contradictoire, en fait. Nous, on a pris la décision, effectivement,
comme petit forestier, pour le coup, d'internaliser une solution. Il se trouve que c'est ChatGPT également, avec un système de containerisation de la même façon. Vous imaginez bien qu'en banque, le Shadow IT est juste pas une option. Vous ne voudriez pas voir vos data, ni les data de la plupart des entreprises naviguer quelque part au milieu de l'Atlantique. Donc, dès le départ, il y a eu, pour le coup, un engagement de l'entreprise à ne donner accès que à cette solution sécurisée. Mais ça nécessite en amont, bien sûr, de former, d'acculturer, etc. Donc, il y a une énorme action de la part des RH pour acculturer tous les collaborateurs. Le groupe, aujourd'hui, c'est 100 000 personnes. On en a 26 000 qui utilisent maintenant de façon quasi quotidienne voilà, cette solution-là. On n'a pas mis d'autres limites, encore une fois. Donc, chacun peut l'utiliser, à titre individuel. En revanche, ce qui est intéressant, c'est qu'on met en place des solutions pour qu'ils partagent de façon totalement transverse et décilotée leurs pratiques individuelles. Il y a des backstage régulières, il y a des webinars, etc. Et on les fait témoigner sur leur utilisation de l'IA générative au service de leurs clients ou au service interne ou externe, et ils partagent des pratiques, et ça permet justement de mieux valoriser en collectif ce qu'ils ont eu l'idée de faire de façon individuelle. C'est intéressant parce que d'un côté, on a en théorie économique l'homme qui devient agent économique. Aujourd'hui, on a les agents qu'on appelle comme des humains, mais on aimerait bien avoir un peu de clarification sur ce sujet, et c'est peut-être là où le RH va jouer un rôle très important, c'est-à-dire qu'il y a la formation, il y a le coût pour les directions RH de former, d'accompagner les collaborateurs, et donc ils ont des atouts à faire valoir sur ce sujet-là qui sont très importants. Selon vous, comment peuvent-ils s'armer et aider à armer les collaborateurs par rapport aux agents qui vont être là demain avec eux dans les entreprises? Je pense déjà que les agents ne sont pas vraiment encore là. Hein. Il va se passer un peu de temps avant tout ça. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que depuis de ce matin, on parle énormément de transformation. Et qui mieux que le RH au sein d'une organisation peut accompagner ces transformations. Donc, c'est probablement par le RH qu'on arrivera à déployer de manière pertinente et intelligible cette intelligence artificielle. Ça impliquera forcément nécessairement d'évoluer, de changer. Les fonctions des RH vont évoluer, mais comme l'entreprise devra évoluer. Le rapport à ce qu'on a vécu durant le confinement, je pense que c'est une très belle métaphore. On est très rapidement revenu à la nécessité de travailler ensemble. Donc je pense qu'il faut s'inspirer un petit peu du passé sur ces sujets-là pour préparer l'avenir et probablement pas aller trop vite. Et puis peut-être effectivement former toutes les strates. C'est-à-dire qu'on parlait tout à l'heure de nos comités de direction. Alors certains semblent parfaitement alignés et déjà dans le mood. Ce n'est pas le cas de tous. Donc nous, on a pris la décision effectivement de former systématiquement tous les comités de direction. Alors en même temps, j'ose espérer que beaucoup d'entre eux sont parents. Je pense qu'on l'est beaucoup. Donc si on ne l'utilise pas en tant que parent, ou en tout cas si on n'a pas un regard positivement critique, j'allais dire, sur l'utilisation quand on a nos enfants, on peut légitimement s'interroger. En tout cas, former par le haut et former, on commençait à en parler tout à l'heure, nos syndicats également, nos organisations représentatives, parce que c'est important aussi de les sensibiliser, de les rassurer, d'expliquer ce qu'on fait, de faire beaucoup de pédagogie. Nous, on a forcément beaucoup consulté, comme j'imagine vous tous ici présents. Moi, j'ai été plutôt surprise positivement par l'accueil qui en était fait, avec des organisations syndicales légitimement regardante, mais en même temps reconnaissant volontiers qu'on ne pouvait pas s'en passer, que voilà, c'était une donnée, tout le monde va l'utiliser, et donc nous invitons davantage à vigiler sur l'utilisation, mais également ayant un regard sur la sécurisation de l'emploi. C'est normal. Et alors c'est marrant parce que le focus qu'ils faisaient chez nous était spécifique sur les développeurs. En nous incitant à faire attention, je pense qu'ils avaient tous compris que Chat parlait 50 langues, dont le Java et le Python couramment. Donc en cela, les réponses étaient assez simples. On a quand même en France, on va le reconnaître, un certain nombre de pénuries de talents aujourd'hui. Eh bien voilà, moi j'ai une vision plutôt optimiste de l'IA générative en disant sur certains sujets, dans certaines circonstances, eh bien, utilisons effectivement ce que l'IA générative peut nous proposer en termes de gains de temps, en termes de valeur ajoutée, pour pouvoir effectivement recentrer sur des tâches outre la valeur ajoutée, mais qui permettent également de gagner du temps et de faire travailler peut-être des ressources différentes et sur un volume qui peut être différent et permettre ainsi de contourner cette pénurie parfois ponctuelle sur certains métiers. Ouais, on commence à avoir quand même une bonne vision du socle de compétences qu'il va falloir dans le monde qui se projette devant nous. D'abord, la bonne nouvelle, c'est qu'on aura toujours besoin d'avoir des gens qui ont des compétences métiers fortes. Quelqu'un qui ne connaît pas son métier peut poser n'importe quelle question à ChatGPT, il aura une réponse
de merde, globalement. Donc, vous le voyez tous. Donc ça, c'est quand même un truc qui est super important. Ça va rester au cœur du sujet. Ce qui pose d'ailleurs plutôt des questions aujourd'hui, c'est que si on remplace les stagiaires par des IA, comment on va faire monter en compétence les gens? Ça, c'est un peu un autre sujet qui va arriver sans doute assez rapidement. Donc la compétence métier. La deuxième compétence qu'il faut avoir, c'est la compétence de la data. Et force est de constater qu'aucun d'entre nous n'a été formé sur la data. On n'y connaît rien. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'on utilise encore tous Excel comme une base de données, alors que c'est tout sauf une base de données. Et ça, il faut que ça change. Donc il y a un énorme besoin de monter en compétence sur le sujet de la data. Et puis enfin, il y a les outils. Et dans les outils, il y a un certain nombre de choses à apprendre. Alors bien évidemment, savoir prompter, mais alors ça c'est pareil, il y a encore des gens qui vendent des formations d'une semaine pour apprendre à prompter alors que ça prend 15 minutes maximum. Donc ça va assez vite, c'est pas trop le sujet. Mais en revanche, si je veux sortir de mon chat GPT et que je veux scaler une question, un prompt, ben je vais devoir maîtriser les API. Qui sait maîtriser les API? Qui sait connecter deux outils entre eux? Qui a les outils pour connecter des API correctement et faire ce genre de choses? Et là, effectivement, la montée en compétence sur les outils, ça va être absolument indispensable. Et dans les outils, il y a le sujet de ChatGPT, mais il y en a plein d'autres également, puisqu'on voit que dans tous les métiers maintenant, il y a énormément de nouveaux outils qui apparaissent. Et là, il y a beaucoup de formations à faire, forcément. Yann? Ouais. Je pense que ça ne vous a pas échappé que le mode d'emploi, le premier mode d'emploi qui est sorti d'OpenAI sur ChatGPT est sorti 1 an après le produit. Voilà. Et comment le mode d'emploi a été fait? Par la captation des prompts et des usages. Voilà. Et donc, on a eu une approche de l'IA générative qui était très différente de la façon dont on portait les cas d'usage de l'IA auparavant, où on identifiait un certain nombre de tâches dont on disait cela, il rentre dans les propriétés de l'IA. On avait un pilotage par la tech et puis qui associait le métier. Et on avançait comme ça. On avait à la fin généralement quelque chose dont on estimait que ça fonctionnait, mais on avait un taux de déploiement de 15-20%. Voilà. On avait un taux de déploiement. Le sujet IA avant l'IA générative, c'était 20% des systèmes qui passaient la période d'essai. Et on n'allait pas plus loin. Voilà. Sans dire que ça ne marchait pas. En disant que ça marchait, mais bon, il y avait tous les autres enjeux organisationnels, etc. Là, avec l'IA générative, on a une trajectoire totalement différente, puisque globalement, ça part du métier. On a un principe de subsidiarité qui l'utilise un peu en loose day, ce qui n'est pas soutenable à terme. Donc, il faut sortir de ça. Mais une créativité au niveau du métier qui est un peu hallucinante. C'est-à-dire que les gens ont utilisé l'IA. Moi, j'ai commenté pour Philosophie Magazine un certain nombre de pratiques. Il y a quelqu'un qui dit, voilà, moi, je suis commerciale polonaise et j'utilise l'IA générative pour traduire culturellement mes démarches commerciales dans les cultures de mes clients avec lesquels j'ai des faibles résultats. Incroyable, une espèce d'imagination dans le cas d'usage qui est incroyable. Donc, on libère le cas d'usage. Et la valeur vient du métier. Et derrière, effectivement, il y a un sentiment d'empowerment qui n'est pas du tout le même que lorsqu'on portait le sujet par les gains de productivité, les gains de productivité, les gains de productivité. Je ne dis pas que les gains de productivité ne vont pas venir, mais ils vont venir du métier par le fait qu'il y a une valeur qui a été créée. Donc je crois qu'on a une trajectoire qui est hyper inspirante, là, qui est de dire lorsqu'on part du travail que les gens font vraiment, plutôt de la façon dont on imagine qu'ils travaillent, qu'on libère les usages et qu'on crée un sentiment de qualité du travail renforcée, et bien là, on a un taux d'adoption qui est beaucoup plus intéressant. Voilà. Et donc ça, c'est une trajectoire qui est hyper challengeante dans beaucoup d'organisations parce que ça revient à dire que la valeur vient du métier, voilà, et pas de la tech. Alors même qu'on n'arrête pas d'opposer emploi et IA, en disant l'IA va détruire l'emploi, l'IA va détruire tel métier, on se rend compte que quand ça marche, c'est souvent que la valeur, elle vient du travail. Et bizarrement, dans cette trajectoire-là, on a un peu moins peur de l'IA, parce qu'on n'arrête pas de dire les gens ont peur de la machine. Non, en fait, on se rend compte qu'ils ont peur de la machination. Pourquoi mon entreprise veut mettre de l'IA? Qu'est-ce qu'elle vise? Elle vise à me remplacer, elle vise à m'asservir. La formule ne vient pas de moi, elle vient de Bruno Latour. Elle dit derrière chaque machine, il y a une machination. Et en fait, les salariés ont moins peur de la machine que de la machination. Et ça fait partie aussi peut-être de l'intelligence émotionnelle qui doit rentrer en compte pour le métier de RH de demain et qui se dirigerait peut-être aussi vers une gestion de ressources humaines, agentiques, pourquoi pas, si on se dit que c'est une nouvelle ressource qui entre dans l'entreprise. Pour finir peut-être sur cette question, le métier de RH de demain, vous en pensez quoi? Quelle est votre vision là-dessus? Isabelle peut-être. Non, mais moi, je continue à l'exercer, en fait, parce que mon métier n'est pas fait que à la fois de tâches stratégiques ou de tâches à faible valeur ajoutée, c'est fait d'un ensemble. Et ce qu'on va nous demander en tant que DRH, c'est aussi ce qu'on nous demande aujourd'hui,
de conserver une empathie importante, de travailler à la fois sur la stratégie, sur le relationnel, sur la qualité de nos interactions avec les collaborateurs, mais également sur tout ce qu'on nous demande et que l'IA ne sera pas capable de faire en matière de gestion des conflits, en matière de relations et de prise de décision éthique. Et je pense que notre métier, il est fait d'une telle richesse. Enfin, pour le coup, je ne suis pas inquiète. Merci beaucoup. C'était un sujet super intéressant, en tout cas pour nous. Est-ce qu'on a peut-être la place pour une question ? Une question et une remarque. La première, c'est quels sont les exemples d'IA agentique dont on parle beaucoup, mais concrètement, quels sont les cas d'usage ? Et une remarque, j'ai assisté récemment à une démo que j'ai trouvée assez significative, de quelqu'un qui rentre de vacances, il a 400 mails dans son truc, et il demande, c'était dans Copilot, indique-moi les mails qui demandent de ma part une action. Et donc, il y a 8 trucs qui sortent, et tout le reste dégage. Ce qui remet totalement en question la mail comme axe de communication, indépendamment des aspects générationnels par lesquels les messageries instantanées se substituent aux mails. Mais finalement, ça, on peut le reporter sur d'autres. Ce tri peut se reporter quel que soit le média de communication utilisé. La grande force des agents, c'est qu'ils sont spécialisés. Et là où l'IA est forte, c'est quand on est spécialisé. On voit très bien la difficulté d'avoir une IA hyper généraliste avec des centaines de milliards de paramètres, combien ça coûte, combien ça consomme d'énergie. Donc l'avantage des agents, c'est que c'est aussi, nous en allons sans doute en parler après, une des solutions pour faire en sorte d'aller vers des IA qui soient moins consommatrices d'énergie et plus efficaces. Donc nous, on a développé aussi en interne pour notre propre usage maintenant des outils qui répondent automatiquement à nos emails, ou des agents qui vont par exemple créer, dans ce qui me concerne, mes posts sur LinkedIn. Je suis passé d'1 heure pour rédiger un post à 5 minutes. Je récupère dans un Slack automatiquement l'ensemble des posts partagés, des articles partagés par les collaborateurs d'Allegria, et mon IA me fait un article en quelques secondes. J'ai une notification, je vais le relire, je le modifie un peu et je clique sur un bouton et c'est posté tout seul. 1 heure, 5 minutes, donc c'est très concret. Donc il faut aller mesurer ces gains de productivité. Et je pense que dans le sujet des agents, je prenais l'exemple de l'assurance tout à l'heure, tous les métiers vont y passer. Là, on est en train de faire quelque chose de spécifique pour les avocats, par exemple. C'est un métier sur lequel il y a énormément de startups qui bossent sur des agents, et pas que des startups. Dallos travaille dessus, ils ont commencé à sortir des nouveaux produits. Donc je pense que ça va effectivement se décliner sur l'ensemble des métiers, avec plus ou moins d'efficacité. Ça va beaucoup dépendre bien évidemment aussi de la capacité qu'on aura à personnaliser ces agents. Je pense qu'il y a un élément dont on n'a pas trop parlé ce matin, c'est qu'il faut vraiment prendre conscience que le monde technologique dans lequel on vit depuis 50 ans, qui met l'ensemble de la valeur sur le code, la fameuse IP dans les entreprises, le code, ça ne vaut plus rien. Et ça ne vaudra plus rien demain. 25% des startups qui se lancent aujourd'hui à Paris le font en bootstrap, 100% en no-code avec de l'IA. Il n'y a plus un dev dans les équipes. C'est 25% déjà des startups aujourd'hui. Alors, je ne parle pas bien évidemment des gens qui font le core system d'une banque, ce genre de choses qui vont encore être là, mais la valeur du code va énormément baisser. En revanche, ce qui va exploser, c'est la valeur de la data. Parce que à quoi n'ont pas accès les modèles de langage généralistes ? C'est votre data. C'est tout ce qui leur manque. Et ça, il faut la sécuriser, la piloter, la manager, la collecter. C'est le cœur de la valeur de toutes les entreprises de demain. Et ça ne se remplacera pas par n'importe quoi ou n'importe qui. Et les agents, pour fonctionner correctement, ils vont avoir besoin de cette data. Et c'est là où, bien évidemment, on se retrouve avec des réticences des collaborateurs très fortes qui disent moi, je veux bien mettre mon cerveau dans la machine, mais si c'est pour être remplacé demain par un agent, qu'est-ce que je vais faire ? Alors, on a eu le débat il y a encore quelques semaines sur une boîte comme Téléperformance dans le domaine des call centers. Alors, ça fait 1 an que le patron nous dit non, je licencierai personne. Et il y a 15 jours, il vient de licencier 30% des équipes. L'IA qui est capable de remplacer l'agent de niveau 1, niveau 2 vocal existe aujourd'hui. Ils sont tous en train de l'adopter et ils vont tous l'adopter. Voilà, donc on va accueillir le 10 et le 11 février le monde entier pour discuter de l'avenir du IA. Le Future of Work va être un des sujets clés de cette conférence. C'est à nous de décider qu'est-ce qu'on va en faire. Et là, bien évidemment, on n'est plus face à une technologie comme toutes les autres. En tout cas, moi, c'est mon avis. Et il faut qu'on y réfléchisse tous ensemble. Et c'est pour ça que le DRH est au cœur du sujet, puisqu'on parle là, bien évidemment, de l'avenir humain des entreprises. Il faut absolument que les DRH s'emparent de ce sujet. Vous partagez 2 cas d'usage effectivement actuellement. Le premier, tu en parlais, concerne les centres de relations clientèle. C'est celui sur lequel il y a déjà un certain nombre de retours d'expériences en provenance des États-Unis notamment. Donc c'est ce qu'on regarde aussi. Les premiers retours nous font penser qu'en fait c'est assez intéressant. Les experts, on parlait effectivement, donc les experts en termes de réponses apportées à nos clients vont avoir une courbe d'amélioration extrêmement limitée parce qu'ils sont déjà au taquet, ils sont déjà très très bons. En revanche, vous prenez un chargé de relations clientèle qui vient d'arriver, qui a
1 mois, 2 mois d'entreprise. Et en fait, cet agent va lui permettre de gagner 18 mois de montée en compétences. Et donc, il va atteindre très rapidement un niveau d'expertise très proche de l'expert précédent. Et donc, c'est plutôt sur la montée en compétences qu'on va, nous, en tout cas, suivre les améliorations en termes de performance. Mais on n'a absolument rien cranté d'un point de vue budgétaire, aucun engagement pris. Je pense que c'est beaucoup trop tôt. Et le deuxième cas d'usage nous concerne tous, c'est celui qu'on va déployer auprès de nos chargés de clientèle en banque. On captera bien sûr tous les échanges que vous aurez au téléphone avec votre accord, avec votre conseiller bancaire, et grâce à la data dont on dispose par ailleurs, à l'IA prédictive, parce qu'effectivement, il n'y a pas que l'IA générative dans la vie, eh bien, cet agent va pouvoir résumer la conversation que vous aurez eue, va pouvoir proposer des produits auxquels le conseiller bancaire n'aura pas forcément pensé. Un conseiller bancaire aujourd'hui, c'est plus de 200 produits qu'il doit maîtriser, entre l'assurance, et voilà, les placements, etc. Va proposer les produits du coup qu'il pense le plus adaptés à votre besoin, parce que il aura justement fait le matching entre votre data, l'IA prédictive qu'il aura, etc. Et va planifier d'ailleurs dans l'agenda du conseiller clientèle la date à laquelle il pourra vous rappeler et le sujet sur lequel il pourra vous solliciter. Ça sort d'ici quelques mois. Je vais juste rebondir rapidement sur votre commentaire. Effectivement, super d'avoir un système qui nous classe les 4 ou les 8 mails les plus urgents sur les 400. Quel gain de productivité, mais quel gain de productivité par rapport à une tâche qui a été générée par une technologie des années 2000 qui était supposée aussi nous faire gagner en productivité, c'est-à-dire Internet et la messagerie, qui a eu autant de promesses de gain de productivité que l'IA. Et en fait, on est dans une espèce de cercle vicieux technosolutionniste où on développe des IA pour essayer de nous aider à gagner en productivité sur des tâches qui avaient été générées par la précédente révolution numérique. Voilà, donc il faut aussi faire attention à cette tentation de mettre de l'IA systématiquement partout, plutôt que de réfléchir à qu'est-ce qui est la cause racine du problème. C'est qu'aujourd'hui, on n'a pas vraiment domestiqué la messagerie. On reçoit une quantité de messages hallucinante. Si on devait vraiment gérer correctement notre messagerie, ça serait une activité à plein temps. Il ne faut pas se mentir. Et comme on ne peut pas, eh bien, on développe des IA pour essayer de nous aider à faire cette tâche qui n'existait pas il y a 20 ans et qui a été créée par la révolution numérique précédente. Donc, on a aussi potentiellement le même risque sur l'IA, de créer tout un tas de tâches de maintenance, d'accompagnement, d'audit, etc., qui, c'est ce qu'on appelle la dette technologique. La dette technologique, c'est tout ce qui est généré par des technologies qui produisent des bénéfices à court terme, dont on ne voit pas les coûts à long terme, et qu'on va découvrir un peu comme votre voiture. Quand vous l'achetez, eh bien, évidemment, vous devez aussi savoir qu'il y aura l'entretien, l'essence, les révisions, etc., les réparations, les accidents, et tout ça, on ne le voit pas quand on prend sa voiture. Tout ce qu'on voit, c'est que c'est moins cher de prendre sa voiture que d'aller prendre le métro, c'est plus pratique, etc. Donc ça, c'est des sujets qu'on va aussi découvrir dans les années à venir. Tu disais, on ne sait pas l'avenir, mais il y a aussi ça qu'on va découvrir, c'est le véritable coût de l'IA. Et pour l'instant, on voit surtout les gains à très court terme. Il y a un très beau cas d'usage juste là-dessus qui est assez dingue. On est tous régulièrement démarchés par téléphone et on ne veut plus décrocher. Donc il y a Virgin, par exemple, qui a développé une IA d'une mamie qui prend du temps aux gens de l'écall center pour qu'ils aient plus le temps d'appeler d'autres personnes. Ils croient parler avec une mamie et en fait c'est une IA qui leur prend 30 minutes et du coup ils peuvent plus appeler les autres. Donc vous voyez, donc c'est encore, et demain on va se faire appeler par des IA. Les IA setting existent déjà et il faudra développer des IA pour répondre aux IA. Bon, dans le dating c'est pareil, maintenant c'est des IA qui vont se parler avant de faire la vraie rencontre. On fait une émission télé, vous pouvez regarder le 11 février sur France 2, la première émission télé grand public sur l'IA, et on fait une application de dating avec de l'IA. Vous allez voir, c'est assez dingue. 4 mecs sur 5 a choisi l'IA, est parti avec l'IA et pas avec la vraie jeune fille. Je vous laisserai découvrir. Merci beaucoup. On va finir sur ça. Merci à tous.